adopté. Amendement 765 de Monsieur De Courson qui fait l'objet d'un sous-amendement 859 qui vous a été distribué. Alors, Monsieur De Courson, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. L'amendement 765 a pour objet de traiter de deux questions. La première, c'est que dans le texte actuel du CICE sont exclues toutes les entreprises relevant d'un régime forfaitaire d'imposition. On me dit, oh ben oui, comprenez, les forfaitaires, ils font très peu appel à de la main-d'œuvre. Ce n'est pas exact, ça dépend beaucoup des spécialités. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est forfaitaire, on ne voit pas pourquoi on les exclut. Et puis, il y a un deuxième problème qui est un peu plus subtil, qui est le problème des sociétés de personnes. Puisque dans le texte actuel, on proratise l'avantage, ils sont éligibles, mais c'est proratisé en fonction du nombre, pas exactement de la détention dans le capital des sociétés de personnes. On exclut au prorata des associés ne participant pas à l'exploitation. Mais je trouve que cet argument ne tient pas, parce que le salarié qui est 10%, 20%, 30% d'associés qui participent à l'exploitation, l'important du CICE, c'est quoi? C'est de doper la compétitivité de ces entreprises. Et donc, la proposition, c'est de dire c'est éligible sur la totalité de l'assiette des salariés travaillant dans cette société de personnes. Merci, Monsieur le député. Monsieur le député Le Fur, sur votre sous-amendement 859, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Je profite de cet amendement déposé par notre collègue Courson pour reposer la question du CICE et des coopératives. C'est un vrai sujet qui devrait tous nous mobiliser. À partir du moment où on ne fait plus la baisse des charges, mais on octroie une subvention, la subvention est liée au statut fiscal de l'entreprise, ce qui va occasionner des difficultés multiples, celles qu'évoquait notre collègue Courson, mais aussi les coopératives. Nous en avions pris conscience il y a de cela un an. Et à l'unanimité de cette Assemblée, nous avions demandé que les coopératives bénéficient du CICE. Depuis, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. J'aimerais avoir des réponses précises du gouvernement. On entame un texte présenté par M. Hamon. On a un ministre qui s'occupe des coopératives, puisqu'il s'occupe de l'économie sociale et solidaire, pour reprendre vos termes. Excellent ministre, je veux bien qui en plus a de bonnes origines. Ce ministre va commencer par un texte qui va interdire aux coopératives de bénéficier du CICE. Alors, Monsieur le ministre, vous niez, mais à ce moment-là, dites-le nous. J'ai des coopératives qui risquent de perdre 3-4 millions d'euros dans cette affaire. D'après les calculs effectués par le monde coopératif, uniquement agricole, il n'y a pas que des coopératives agricoles, la perte potentielle en France est de l'ordre de 150 millions d'euros. Donc, Monsieur le ministre, ce que je souhaiterais, c'est que vous nous indiquiez très précisément où vous en êtes de vos négociations européennes sur cette affaire du CICE et des coopératives, et que vous en finissiez avec cela, qu'enfin la volonté explicitement donnée ici dans cette Assemblée à l'unanimité soit suivie des faits et que les coopératives bénéficient du CICE. Merci, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur général, votre avis sur cet amendement 765 et ce sous-amendement 859, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire à notre collègue Le Fur qu'il faudrait qu'il ait un peu plus de constance dans ses prises de position. Monsieur Le Fur, les allégements de charges que vous portez au nu dans vos propos, combien aurait bénéficié la grande distribution avec les allégements de charges que vous aviez prévus, compte tenu du nombre d'emplois qu'il représente? Mais, Monsieur Le Fur, je vous invite à vous livrer à cet exercice. Moi, je m'y suis livré. On comparera nos résultats. Deuxièmement, Monsieur Le Fur, les 13 milliards de TVA que vous avez votés, que nous avons supprimés, vous les avez oubliés? Vous les avez oubliés, ces 13 milliards de ponctions que vous vouliez faire? Alors aujourd'hui, c'est facile de se mettre dans des postures, mais soyons un peu plus responsables. Sur le sous-amendement que vous soutenez, vous avez rappelé l'histoire, la chronologie, ce qu'a voté cette Assemblée, non pas à l'unanimité. J'avais émis des réserves sur l'amendement concernant les coopératives, pour les raisons que vous avez vous-même évoquées, de bruxello-compatibilité, si j'ose dire.
Le gouvernement dira, s'il le souhaite, si les choses ont progressé du côté de la Commission. Quant à l'amendement, j'en termine, merci Madame la Présidente, il y a deux Non, je points. vous éterre l'assistance. Monsieur le rapporteur général, je demandais qu'on vous écoute. Pardon. Mais j'en termine. L'amendement de notre collègue de Courson a déjà été vu, débattu X fois. Je peux lui reprendre les mêmes arguments. Je reconnais sa constance, qu'il puisse reconnaître la mienne dans mon avis défavorable sur son amendement. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, votre avis sur cet amendement et ce sous-amendement 859, s'il vous plaît. Nous sommes défavorables à ces amendements, mais je voudrais profiter de la discussion sur ces amendements pour répondre pour la 13e fois à la question du député Le Fur. La 13e fois qui n'est pas la dernière, puisque je suis convaincu que d'autres amendements, absolument. C'est une forme d'opiniâtreté, mais je vais répondre comme je l'ai fait pour les précédentes questions. Pour ce qui concerne les coopératives, monsieur le député Le Fur, comme je l'ai indiqué à l'occasion de la première lecture du PLF, là, récemment, au début de notre première lecture, je vous ai indiqué que nous avions pris des dispositions pour vérifier l'eurocompatibilité de la mesure en faveur des coopératives devant la Commission européenne. Nous nous sommes beaucoup mobilisés auprès d'elle. Et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la réponse vienne, de telle sorte à ce que la réponse soit conforme à nos espérances. Bon. Donc nous sommes mobilisés sur ce sujet, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je vous le redis à l'instant, et nous le faisons dans le cadre d'une relation étroite avec le ministre de l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, qui lui-même fait le travail que vous avez indiqué tout à l'heure. Pour toutes les autres raisons évoquées par le rapporteur général concernant cet amendement et que le gouvernement partage, j'y suis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Mariton, vous avez la parole. Au rapporteur général, nous répondrons que nous assumons tout à fait d'avoir voulu et de penser encore que l'augmentation de la TVA peut être une contrepartie aux allègements de charges sociales par ailleurs. Faut-il encore que ça vaille la peine, que les allègements de charges sociales soient de vrais allègements de charges sociales et que l'augmentation du taux de TVA se fasse sur le taux ordinaire et non pas sur le taux minoré. Vous savez très bien qu'autant l'augmentation du taux de 19,6 est audible et recevable, et nous n'allons pas par démagogie dire le contraire, autant l'augmentation du taux intermédiaire est une très mauvaise idée. Et s'agissant des coopératives, je veux juste attirer votre attention sur cette situation d'un gouvernement et d'une majorité qui nous parle constamment d'économie sociale et solidaire et qui en réalité ne s'intéresse qu'à un versant de cette forme d'économie et que, au motif que les coopératives ont été créées en leur temps, les coopératives agricoles en particulier, par des mouvements proches d'idées politiques de la droite et du centre, il y a là tout un pan de l'économie sociale et solidaire que vous méprisez. Quand elle est d'origine conceptuelle, proche de votre idéologie, vous vous y intéressez et vous ajoutez avantage sur privilège. Quand un pan de l'économie sociale et solidaire, le pan coopératif, a comme origine intellectuelle des mouvements sociaux proches de la droite et du centre, alors vous n'y portez aucun intérêt. Merci, monsieur Mariton. Monsieur Le Fur, vous avez la parole. Madame la Présidente, on a quand même un sujet institutionnel. À l'unanimité, nous nous mobilisions du groupe GDR à l'UMP pour les coopératives. On a quand même un sujet institutionnel. Le gouvernement prétend afficher une priorité développement économie sociale et solidaire. Ils auraient dû rajouter durable, ça aurait fait plus politiquement correct, social, solidaire, durable. Mais rien ne se passe pour les coopératives. Elles vont y perdre par rapport à des concurrents qui sont sur d'autres statuts. Ce n'est pas normal. Alors, Monsieur le Ministre, je sais que Monsieur Hamon se mobilise. J'en ai la preuve et je veux bien le croire également pour vous. Mais il n'empêche que cette mobilisation, elle n'a pas une efficacité extraordinaire. Parce que les autres entreprises peuvent, depuis le début de l'année, solliciter leurs banquiers pour bénéficier d'un crédit équivalent à CICE. Ce n'est pas leur cas. Alors, Monsieur le Ministre, nous sommes en novembre, nous serons bientôt en décembre. Cette disposition, elle s'applique pour les autres entreprises depuis le début de l'année. Donc,
150 millions dans toute la France, et permettez-moi de le dire parce que cette région est aujourd'hui très affectée, 40 millions en Bretagne, à peu près l'équivalent de l'écotaxe. Ça veut dire qu'on est sur des sujets conséquents en termes financiers. Donc, Monsieur le Ministre, je ne doute pas de votre mobilisation, mais à un moment donné, l'efficacité devrait être au rendez-vous. Merci, Monsieur le député. Monsieur Emmanueli, vous avez la parole. Monsieur Le Fur, sur l'histoire des coopératives, là, il faudra réviser un peu sur leur origine quand même, parce que j'ai l'impression que vous avez une vision assez partiale. Mais sur le fond, Monsieur le Ministre, il y a aussi dans mon département des coopératives importantes, agricoles, mais s'agissant du CICE, elles ont toutes des filiales qui sont des SA dans l'agroalimentaire, et pas des petites, Delpera, etc. Et toutes ces filiales-là, évidemment, bénéficient du CICE. Donc je ne sais pas très bien de quoi on parle, Monsieur Le Fur, parce qu'en général, l'activité agroalimentaire des coopératives, elle est aujourd'hui filialisée à travers des SA qui bénéficient du CIS. Donc vous êtes en train, une fois de plus, d'essayer de monter à l'épingle un sujet qui ne le mérite pas. Mais j'ai l'impression que depuis que vous avez coiffé le bonnet rouge, n'est-ce pas, vous marchez au pétrole. Monsieur Thévenoud, vous avez la parole. Et moi, je veux rétablir, à l'instar de ce que vient de faire Henri Emmanueli, une vérité historique. Il se trouve qu'un de mes prédécesseurs, qui s'appelait Henri Boulet, a été le premier à créer une coopérative viticole à Saint-Jean-Gou-de-Cissé, en Saône-et-Loire, dans ma circonscription. Il était député, maire et SFIO socialiste. Donc ceux qui prétendent aujourd'hui, dans cette enceinte, que les coopératives agricoles de tout temps appartiendraient à l'histoire du centre et de la droite, se trompent et trompent la représentation nationale. Merci, Monsieur le député. Madame Dalloz, vous avez la parole. Brièvement, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Quand j'entends Monsieur Emmanueli, prononcer ce qu'il vient de dire, moi, je suis très étonnée parce qu'on n'a pas les mêmes filières, on n'a pas les mêmes coopératives. Alors vous devez avoir des filières avec beaucoup de viticulture, certainement. Moi, il se trouve que dans le Haut, ou d'où le foie gras, voilà. Mais dans le Haut-Jura, nous avons des filières, des coopératives qui sont des filières à compter. Elles sont toutes sous le statut de la coopérative agricole et elles n'appartiennent pas à des gros groupes. Aucune ne bénéficiera du CICE. Et c'est ça la réalité. Et je pense qu'au niveau de l'emploi sur des territoires, de l'emploi non délocalisable, sans risque, on est en train de les malmener au niveau de la compétitivité. C'est franchement dommage. Merci, Madame la députée. Monsieur de Courson, vous avez la parole. Mes chers collègues, Monsieur de Courson est lui seul à la parole. Étant le co-auteur de l'amendement qui a suscité tout ce débat, puis-je me permettre deux réflexions. Le mouvement coopératif, il est né de deux mouvements. Le mouvement solidarisme, issu du radicalisme et de sa déclinaison, et du catholicisme social, et donc il y a deux courants dans la coopération, y compris dans mon propre département. Si je puis me permettre de vous rappeler un peu l'histoire sociale de notre pays, si je puis me permettre, y compris dans le Champagne, mes chers collègues. Et il y avait même parfois dans des villages deux coopératives, la coopérative des calotins et la coopérative des radicaux. Ouais, donc, et tout ça a fusionné depuis longtemps, heureusement. Deuxième observation, Monsieur le Président Emmanueli, il est inexact de dire que le mouvement coopératif a entièrement filialisé ses activités. C'est extrêmement divers. Je vais vous citer deux exemples. Vous connaissez la plus grande coopérative céréalière de France, ça s'appelle Champagne Céréales. Eh bien, Champagne Céréales n'a pas filialisé son activité principale. Elle a des filiales, Malte Europe, par exemple, sur les maïs, sur l'orge de brasserie, voyez, mais le plus gros morceau est resté dans la coopérative. Et donc, ça fait des tensions à l'intérieur du groupe, puisqu'il y a une coopérative tête, et il y a parfois des filiales. Alors, les filiales, elles en bénéficient. Et je ne pense pas que le gouvernement puisse dire, eh bien, la solution, elle est très simple, filialisez toutes vos activités, puis vous bénéficierez du CICE via les filiales. Non, parce que certains, M. Emmanueli, ont défendu cette thèse. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème. Moi, d'après ce que m'a dit, M. le ministre, votre collègue de l'agriculture, il est beaucoup plus pessimiste que vous, puisque les contacts qu'il a eus à Bruxelles laissent augurer que, hélas, le gouvernement ne réussira pas
à négocier une dérogation. Donc revenons, puisque l'objet de mon amendement n'était pas les coopératives, c'était les gens au réel et le problème des sociétés de personnes sur lesquelles on n'a pratiquement pas eu de débat. Merci, monsieur le député. Madame Berger, vous avez la parole rapidement, s'il vous plaît. C'était juste pour réagir aux propos de M. Mariton, Mme Dalloz. Mme Dalloz n'a pas dû comprendre les propos de notre collègue Emmanuelli. Il s'agit bien évidemment non pas de mettre une question de SA au-dessus de la coopérative, mais en dessous de la coopérative, que énormément de coopératives en France ont effectivement choisi cette solution-là, que d'autres coopératives ne l'ont pas fait, et que, quelle que soit la place dans cet hémicycle, nous faisons en sorte de convaincre au niveau de l'Union européenne qu'il est important d'appliquer au niveau des coopératives non filialisées la question du CICE. C'était simplement pour mettre un tout petit peu d'ordre dans la lecture que vous avez des coopératives et de la lecture politique de la chose. Merci Madame la députée. Monsieur le Président Carrez, vous avez la parole. C'est pour dire à Monsieur Le Fur qu'il y a des sujets encore plus compliqués que les coopératives. Parce que je connais un cas où, vous savez que la hausse de la TVA est faite pour financer le CICE. Je connais un cas où non seulement on n'aura pas de CICE, mais on aura une augmentation de TVA. C'est, mes chers collègues, la RATP. Pas de CICE à la RATP et passage de 7 à 10% du coût de la carte orange. Ministre, vous avez souhaité reprendre la parole ou non? Pardon, j'avais cru. Alors, je vais donc mettre aux voix ce sous-amendement 859 avec avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour le sous-amendement 859? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 765 avec avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Germain, vous avez la parole pour votre amendement 38. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, si vous le voulez bien, je vais défendre 3 amendements, ça nous gagnera un peu de temps, le 38, le 21 et le 19, qui visent à poursuivre un débat que nous avons engagé avec Monsieur le Ministre, notamment dans le cadre du PLFSS pour 2014. En 2012, les Français ont fait un choix très clair, qui est celui du redressement productif en élisant François Hollande. Et depuis lors, nous y consacrons toute notre énergie et beaucoup de moyens. Ça a été les nouveaux investissements d'avenir, la Banque publique d'investissement et ces crédits d'impôt dont nous parlons depuis quelques heures maintenant, le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt compétitivité emploi qui, à eux deux, représentent 26 milliards d'euros. 26 milliards d'euros pour le redressement productif de la France qui était nécessaire compte tenu de la situation et qui était nécessaire après 10 ans d'inaction de la droite et qui a une responsabilité très lourde en la matière dans la situation de notre pays et de nos entreprises. Pour que cette politique porte ses fruits, il faut de la persévérance, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, et nous soutenons totalement cette orientation. Mais persévérance ne veut pas dire ne pas rechercher en permanence à améliorer nos outils. Et vous avez d'ailleurs vous-même évoqué une évaluation que nous ferons dans le courant de l'année 2014. Alors j'en viens aux 3 amendements qui s'appliquent, je le souligne d'emblée, dès le 1er janvier 2015. Le premier, donc, qui vise à lancer des pistes pour ces améliorations, vise, c'est le numéro 38, à éliminer le fonds de roulement des dépenses éligibles pour le crédit d'impôt compétitivité emploi, parce qu'on voit bien que si, au plus fort de la crise, ça pouvait se justifier, la croissance revenant, cela peut être évité. Le second vise à, c'est le numéro 21 qui viendra très vite, à flécher 1% sur les 6% vers la formation directement pour s'assurer que dans les dépenses qu'on avait souhaitées, la recherche, la formation, l'innovation, la formation ne soient pas oubliées. Et puis le dernier vise au fond à transformer l'évaluation ex post que nous avons mis en place à travers un contrôle des comités d'entreprise en une sorte de décision ex ante en imposant qu'il y ait un accord d'entreprise préalable à l'obtention du crédit d'impôt compétitivité d'emploi. Tout ça étant bien évidemment applicable qu'à compter du 1er janvier 2015 pour donner de la lisibilité, de la stabilité aux entreprises. Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur général, votre avis sur l'amendement 38 à ce stade, s'il vous plaît. L'amendement 38 est celui qui exclut de la liste des
objectifs poursuivis par le CICE, la reconstitution du fonds de roulement. Je voudrais rappeler à notre collègue que d'abord cette liste est une liste qui n'est pas exhaustive et qui est dépourvue de portée contraignante. Sur le fond, la reconstitution du fonds de roulement, Monsieur Le Fur, quand vous êtes là-haut, vous n'avez pas tout à fait le même comportement. Sur le fond, la reconstitution du fonds de roulement rend les entreprises moins dépendantes des financements extérieurs, ce qui est plutôt vertueux. Donc sur ça et sur la question de fond qui est sur l'évolution à ce stade d'une espèce de conditionnalité ou de dépendance du CICE d'un certain nombre de critères que j'ai évoqués tout à l'heure rapidement à propos d'un amendement précédent, la Commission et moi-même demandons à l'Assemblée, si vous ne le retireriez pas, de repousser cet amendement. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, avis du Gouvernement sur l'amendement 38, s'il vous plaît. Monsieur le député, vous proposez que l'un des objectifs assignés au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, relatif au financement de la reconstitution du fonds de roulement, soit supprimé. Le gouvernement n'est pas favorable à votre proposition pour les raisons que je veux rapidement expliquer. D'abord, le fonds de roulement est l'indicateur de l'équilibre financier le plus utilisé en entreprise. Un fonds de roulement positif, c'est le signe généralement d'un bon équilibre financier à court et moyen terme. L'alimentation du fonds de roulement par le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi permet ainsi à une entreprise de reconstituer ses réserves afin de renforcer sa compétitivité et de faire face à la concurrence. On ne peut donc pas considérer, comme vous le faites, qu'il y a une absence de lien entre ce dispositif et la restauration de la compétitivité de l'entreprise. Je vous rappelle que les dispositions visant à définir l'objet du crédit d'impôt doivent s'entendre non comme des conditions posées au bénéfice du crédit d'impôt, mais comme des éléments de cadrage permettant aux partenaires sociaux d'apprécier si l'utilisation du crédit d'impôt permet effectivement à celui-ci de concourir à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Ainsi, ces informations correspondent à une obligation de transparence, mais ne conditionnent pas l'attribution de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Au bénéfice de ces explications, et si vous le souhaitez, Monsieur le député, je vous propose de retirer votre amendement et si cela n'était pas possible, je serai obligé de donner un avis défavorable. Merci. Monsieur le député Germain, souhaitez-vous retirer votre amendement ? Oui, je comprends les arguments évoqués par notre rapporteur et par Monsieur le ministre. Je vais donc retirer cet amendement, mais je pense que le débat mérite d'être poursuivi parce que il faut effectivement, tout peut concourir à la compétitivité, mais en même temps, je pense qu'au fil du temps, il faudra resserrer sur ce qu'on sait être le plus efficace, et le plus efficace en la matière, c'est notamment la recherche, la formation et l'innovation, et notamment quand on voit l'ampleur des moyens qui sont engagés et qui sont nécessaires, 26 milliards d'euros, ça représente près de 1,5% du PIB. Ça pourrait, si c'est bien ciblé sur la recherche et l'innovation, hisser notre pays dans les 3 premières places européennes en matière de recherche et d'innovation. Et je crois qu'il faudra aller vers cela. Mais encore une fois, je propose que tout cela ne s'applique qu'en 2015, et que nous avons le temps de poursuivre ce débat. Merci. Donc l'amendement 38 est retiré. Amendement 763, Monsieur de Courson, vous avez la parole. Au groupe UDI, on a toujours défendu la thèse que le travail indépendant, le travail salarié devait être traité d'une façon homogène. Donc c'est pour rappeler nos positions sur le fond du CICE. Monsieur le député, Monsieur le rapporteur général, votre avis sur le 763, s'il vous plaît. Devant pareille argumentation aussi forte, je ne peux qu'avoir un avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Avis défavorable du gouvernement. Je mets aux voix le 763 avec avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Monsieur Laurent, vous avez la parole pour l'amendement 655. Merci Madame la Présidente. Cet amendement 655
à l'initiative de notre collègue Marie-Françoise Bechtel, que je seconde également, vise à ne pas inclure les professions réglementées et certains exploitants au bénéfice du CICE. En effet, on a à juste titre pointé un effet d'aubaine que constitue le CICE pour des secteurs comme la grande distribution ou les professions réglementées, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exposées à la concurrence internationale, mais sont également protégées de la concurrence interne par un certain nombre de dispositifs. Il ne doit pas y avoir de difficulté à l'égard du droit européen et à l'article 107, puisque celui-ci parle de concurrence en favorisant, de ne pas fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions. Les activités visées ne sont pas assimilables à des entreprises ou productions, puisqu'elles sont par définition non concurrentielles. Par cet amendement, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous souhaitons aborder la question de l'application de l'article 107 afin que celle-ci soit sérieusement étudiée et que le gouvernement puisse nous éclairer aujourd'hui et très prochainement sur cette matière, et puis d'autre part que le gouvernement puisse également revenir sur la question du périmètre dans une prochaine loi de finances rectificative si possible. Merci monsieur le député. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole sur l'amendement 655, s'il vous plaît. Oui, monsieur Laurent, j'ai salué tout à l'heure la subtilité de votre amendement précédent qui prenait une entrée sur le montant des amortissements des entreprises, visant par là à essayer de cibler un certain nombre de secteurs qui, me semble-t-il, avaient beaucoup moins de fragilité par rapport à la bruxello-compatibilité ou à l'égalité des citoyens devant l'impôt. Là, par contre, je ne peux pas vous suivre. Il y a une autre entrée qui est faite. Je n'ai pas la même lecture, mais vous l'avez d'ailleurs dit dans votre exposé, en disant que l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en fait, ne s'était pas franchement déjà prononcé. Donc il y a là non pas une certitude que ce soit compatible, mais plutôt un flou que peut-être une juridiction trancherait un jour. Par contre, ça continue à poser là le problème, me semble-t-il, surtout du principe d'égalité devant les charges publiques. Et je crains que cette entrée dans une espèce de ciblage ou d'exclusion, là c'est un ciblage par l'exclusion, je ne suis pas péjoratif, ne puisse prospérer à l'égard surtout du principe d'égalité devant l'impôt, indépendamment de toutes les questions de fond que j'ai déjà évoquées et que je ne souhaite pas réévoquer à cet instant. Donc je vous propose soit de le retirer, soit que notre Assemblée rejette cet amendement. Merci monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Même avis. Même avis du gouvernement. Monsieur le député. Il est maintenu. Je mets aux voix cet amendement 655 avec avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 764, Monsieur De Courson, vous avez la parole. C'est un amendement de réflexion pour permettre au gouvernement de sortir de l'affaire, notamment des coopératives. C'est-à-dire que si ce qui est hélas vraisemblable, l'Union européenne dit non, eh bien de dire ceux qui ne bénéficient pas du CICE, tout ou partie d'entre eux, eh bien on va faire une exonération de charges de montant équivalent. Voilà l'idée. Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur général, votre avis sur cet amendement 764. Oui, c'est un amendement qui a déjà été examiné à plusieurs reprises, qui a déjà été rejeté à plusieurs reprises, pour des raisons que nous avons déjà évoquées. D'autre part, j'aurais aimé connaître le coût de cet amendement, mais comme ça, au doigt mouillé, je l'évalue à une somme extrêmement importante. Donc, je proposerai à notre Assemblée de le retirer ou de le rejeter. À Monsieur De Courson de le retirer ou à notre Assemblée de le rejeter. Merci Monsieur le ministre. Même avis du gouvernement. Monsieur De Courson, retirez-vous cet amendement 764? Je l'ai dit, monsieur le rapporteur, c'est un amendement à 3 à 4 milliards, donc c'est pas ça l'objet. J'ai dit que c'est un amendement de réflexion, monsieur le rapporteur général. Il faut écouter l'exposé des motifs. Comment vous allez vous sortir, monsieur le rapporteur général, même si vous étiez contre? Je vous permets, monsieur le rapporteur général, je vous ouvre une porte de sortie.
Car si, monsieur le rapporteur général, l'Union européenne dit non au CICE pour les coopératives, texte que nous avons voté, pas vous, monsieur le rapporteur général, c'est vrai, mais que l'immense majorité a voté, quelle solution vous allez apporter? Il me semble qu'il y a une piste qui est de revenir à l'exonération de charges, ciblée pour ceux, tout ou partie de ceux, tel qu'il est rédigé. Bien entendu, les hôpitaux en bénéficient, monsieur le rapporteur général. Je pensais que vous alliez me sortir cela. Ceci, je vous aurais répondu que vous pouvez diminuer la DGF. Mais tout ça, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la réflexion. Comment est-ce qu'on s'en sort? Donc l'amendement n'est pas retiré, monsieur de Courson, si j'ai bien compris. Le ministre me dise qu'il réfléchit à cela. C'est un amendement de réflexion. Moi, je suis prêt à le retirer. J'aurais aimé une petite réponse en disant Monsieur Le Fur, vous avez la parole. Peut-être être une solution. Donc je le retire. Ah, il est retiré? Ah oui, sous réserve. Monsieur Le Fur, vous avez la parole. Attendez, pardon. Monsieur de Courson, j'ai mal compris la fin de votre intervention. Il est retiré? Je vais le retirer après l'intervention de monsieur Le Fur. Non, s'il est retiré, on passe à la suite. Je ne le retire pas tant que monsieur Le Fur ne s'est pas exprimé. Monsieur Le Fur, vous avez la parole rapidement. Je serai très bref, Madame la Présidente. Je récuse simplement l'argument du coût, monsieur le rapporteur général, puisque précisément cet amendement ne s'applique que dans le cas où la dépense n'intervient pas au titre du CICE. Ce que nous souhaitons, c'est que cette dépense intervienne. Si, ce n'est que dans l'hypothèse où les entreprises type coopérative ne bénéficient pas du CICE que cet amendement joue. Donc c'est un amendement à coût neutre. Nous souhaitons tous, me semble-t-il, sauf notre rapporteur général, que les coopératives et les autres entreprises de la même nature puissent bénéficier du CICE. Ce n'est qu'à défaut que nous utilisions une formule qui a été élaborée par l'intelligence brillante de notre collègue de Courson, qui est l'application de la baisse des charges. Mais en tout état de cause, ça n'a pas d'incidence en termes financiers. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur général. Non, Madame la Présidente, avec beaucoup de calme et de sérénité, je voudrais nous appeler un peu plus de sérieux. Monsieur Le Fur, vous dites que cet amendement a été imaginé avec force imagination par notre collègue de Courson. Monsieur de Courson a repris un amendement que nous avions rédigé avec monsieur Joannico il y a à peu près 18 mois. Je ne souhaitais pas le dire, mais puisque vous m'y conduisez, nous avons effectivement considéré, mais il n'y a pas de contradiction, ni même, je dirais, d'arrière-pensée dans ce que je dis. Nous avions repéré un certain nombre d'effets qui ne se produisaient pas sur certaines entreprises, mais il n'y a pas que les coopératives, monsieur Le Fur, vous avez beaucoup d'affection pour ce secteur et je peux le comprendre. Mais quand vous nous dites que c'est un amendement qui ne coûte rien, cet amendement qui est là coûte plusieurs milliards d'euros. Monsieur de Courson ne vous le contredira pas, puisqu'il s'agit de donner un crédit sur la taxe des salaires. C'était effectivement la solution que nous avions imaginée pour répondre à un effet, je dirais, un peu surprenant du crédit d'impôt. Et si nous ne l'avons pas fait prospérer, ou en tout cas si le gouvernement nous a dit, écoutez, c'est pas possible, il faut se le dire très simplement, c'est parce que ça coûtait trop cher, justement, monsieur Le Fur. Donc, il faut être sérieux. Ne laissez pas prospérer l'idée que c'est un petit amendement qui ne coûterait rien. C'est un amendement à plusieurs milliards d'euros. Tout le monde vous le dira. Et donc, il ne concerne bien entendu pas que les coopératives. Il concerne tous ceux qui ne payent pas l'impôt sur les sociétés, qui payent donc, ni l'impôt sur le revenu, qui payent donc la taxe sur les salaires. Donc, c'est plusieurs milliards d'euros. Et si je vous dis qu'on ne souhaite pas le prendre, cet amendement, c'est pas parce qu'on en veut à monsieur de Courson, il a repris un amendement qui s'appelait Ecker-Joannico. Et c'est simplement parce qu'il coûte trop cher et que nous n'avons pas les moyens de financer une dépense à plusieurs milliards d'euros avec les trous que nous avez laissés dans les comptes publics. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bien, messieurs les députés, si je comprends bien, monsieur le député de Courson, madame, mais non, volontiers, mais comme vous n'êtes pas intervenu sur ce sujet, je m'adressais aux orateurs. Mais si vous vous associez à eux, bien entendu, madame la députée, je m'adresse également à vous. Donc, madame, messieurs les députés, vous présentez un amendement d'appel qui est une incitation à la réflexion. Cet amendement d'appel, qui est une incitation à la réflexion, représente un enjeu financier de 4 milliards. Je propose donc que nous continuions à réfléchir.
Par construction, je ne peux pas vous faire une autre proposition, parce que l'issue de l'amendement, si nous devions le retenir d'ores et déjà, a le coût que l'on vient d'indiquer. Mais essayons surtout de définir une méthode. Nous avons présenté, je le confirme à Marc Le Fur, je vous le confirme, Monsieur de Courson, une démarche devant la Commission européenne pour faire en sorte que les coopératives soient éligibles. Je veux quand même préciser, je ne l'ai pas dit dans le débat, que le crédit d'impôt compétitivité d'emploi est un crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés que ne paient pas les coopératives et que par ailleurs, vous le savez, tout dispositif à caractère fiscal engendre des zones de recompatibilité que nous devons examiner finement, sauf à voir ceux au bénéfice desquels les dispositifs seraient mis en œuvre, de voir reverser les sommes dont ils auraient bénéficié après que la Commission européenne se serait prononcée sur la compétitivité. Non, je le dis simplement pour vous expliquer qu'on prend toutes les précautions et que nous sommes dans une démarche. Bon. Si, au terme de cette démarche, nous devions constater que les choses ne sont pas possibles comme vous le laissez entendre et comme vous le craignez, nous avons des réflexions parlementaires qui ont été engagées par un certain nombre de vos collègues concernant ces questions. Le gouvernement lui-même enclenchera une réflexion. Nous nous inspirons de ce que vous avez écrit vous-même, de manière à faire en sorte que les coopératives puissent être, d'une manière ou d'une autre, traitées. Donc, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est que, comme vous l'avez suggéré, Monsieur le député de Courson, cet amendement soit retiré et que, en contrepartie de cela, je m'engage avec la représentation nationale dans toutes ses composantes à poursuivre une réflexion pour que nul secteur ne soit ignoré en ces matières. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur de Courson, vous avez la parole. Je l'ai indiqué tout à l'heure, je le retire, mais je persiste à penser qu'une réflexion s'impose sur l'ancien amendement Eckert. Merci, Monsieur de Courson. Le 764 est donc retiré. Nous passons au 21 de Monsieur Germain qui a été défendu. Vous l'avez défendu, Monsieur Germain? Juste un mot, parce que je vais le retirer, Madame la Présidente, pour dire que c'est une réflexion importante et en profiter pour répondre à notre collègue, Monsieur de Courson, qui appelait au fond à une réflexion sur ce qu'on souhaite faire de ce crédit d'impôt compétitivité emploi et quelle est la philosophie qui nous anime. Moi, je ne partage pas du tout l'orientation que vous avez l'air de défendre, qui serait de transformer ce crédit d'impôt compétitivité emploi en une exonération de charges, parce que je pense que les exonérations de charges n'ont pas une efficacité forte sur l'emploi, au contraire de mesures ciblées sur la recherche, l'innovation et la formation. Et donc mon souhait à moi est plutôt, et c'est le sens de mes amendements, de le faire évoluer dans ce sens. Mais celui-là proposait de cibler une partie des 6% sur la formation, 1% sur les 6%, venant à la suite de la loi de sécurisation de l'emploi qui a créé des comptes personnels de formation et donc qui pourraient les alimenter, mais cette discussion pourra se poursuivre notamment dans la loi que présentera Michel Sapin sur la formation professionnelle, donc je le retire. Donc le 21 est retiré, le 19 également, Monsieur Germain? Le 19 également? Non, alors le 19 a été défendu tout à l'heure par Monsieur Germain. Monsieur le rapporteur général, votre avis sur cet amendement numéro 19? Pardon? Retirer le 19 ? Non, le 21 est retiré par son auteur, mais le 21 est maintenu. Pardon, le 21, pardonnez-moi, le 21 a été retiré, le 19 est maintenu. Alors, sur le 19, pardon, Madame la Présidente, cet amendement conditionne le CICE à la conclusion d'un accord d'entreprise ou de branche sur les voies et moyens d'amélioration de la compétitivité. Même si j'en comprends l'esprit, et la démarche, je crains que sur le plan de l'opérationnalité de pareils amendements, nous ayons quelques difficultés, puisque qu'est-ce qu'un accord d'entreprise sur les voies et moyens d'amélioration de la compétitivité? Je crois que c'est bien de susciter le débat, y compris à l'intérieur de l'entreprise, sur les moyens de développer sa compétitivité, mais je crois que ce soit assez difficile en cas de contestation, et on ne peut jamais rien exclure, de conditionner le CICE, puisque c'est ce que vous proposez, à la mise en place d'un tel accord. Donc je ne peux que vous inviter là aussi au retrait ou alors au rejet de l'amendement. Merci. Monsieur le ministre, avis du gouvernement sur cet amendement 19. Même avis par le gouvernement, avis défavorable. Monsieur le député, l'amendement est-il retiré? Non. Je le mets aux voix. L'amendement 19 avec avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté. Amendement 375, Monsieur Carrez, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit par cet amendement d'essayer de simplifier les modalités de déclaration de l'assiette qui sert de base au CICE. Parce que Monsieur le Ministre, là nous avons une interrogation avec le rapporteur général. Il semblerait, du fait que le CICE est assis sur la masse salariale, les salaires inférieurs à 2,5 SMIC, que les obligations déclaratives fiscales au titre du CICE soient calées sur les obligations de déclaration sociale qui, elles, sont mensuelles dans le cadre de la déclaration unifiée de cotisation sociale. Et donc, on a un dispositif, notamment pour les petites et moyennes entreprises, qui risque d'être très lourd, avec une déclaration fiscale mensuelle au titre du CICE. Donc, cet amendement propose que, en fait, le décret prévoit peut-être un régime pour les CICE qui soit annuel et non pas mensuel, comme pour les cotisations sociales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général. Oui, je crois avoir compris, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des Finances, que vous souhaitiez là avoir quelques informations sur un décret qui devait préciser les modalités de fonctionnement du CICE sur le caractère mensuel ou annuel de la déclaration à faire par les entreprises, dont je ne sais pas à ce stade s'il a été pris, pas pris, ce qu'il contient, et donc c'est plus de caractère réglementaire, je dirais, et normatif que de caractère législatif. Donc cet amendement me semble avoir cet objectif. S'il s'agissait d'inscrire ça dans la loi, j'y serais défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, avis du gouvernement sur le 375, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, votre amendement porte, Monsieur le Président, sur les obligations déclaratives mensuelles ou trimestrielles des entreprises afférentes au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Et vous proposez, c'est le sens de votre amendement, il y a d'ailleurs un objectif de simplification, qu'une seule déclaration par année soit déposée pour le CICE. Premier point, les déclarations périodiques des rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales permettent aux entreprises d'effectuer un chiffrage du crédit d'impôt au fur et à mesure du paiement des cotisations. Ce chiffrage peut être très utile si elles demandent notamment, et ça a été le cas pour un certain nombre d'entre elles dans le courant de l'année 2013, le préfinancement de leur crédit d'impôt dès cette année. Par ailleurs, le dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a été calé au maximum sur le dispositif d'exonération sociale dite exonération ou réduction Fillon, bien connu et maîtrisé par les entreprises et qui prévoit également des déclarations périodiques. C'est donc un dispositif qui n'est pas du tout perturbant pour les entreprises qui connaissent la chose pour l'avoir utilisée par le passé. Au bénéfice de ces précisions, je pense, Monsieur le Président, qu'il serait souhaitable que vous puissiez retirer cet amendement. À défaut, bien entendu, je demanderai le rejet. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, vous avez la parole. Retirer cet amendement, mais cette difficulté m'a été signalée par des entreprises. Donc, je souhaiterais que vous regardiez. Moi, j'avais compris, en effet, Monsieur le ministre, qu'on allait se caler au maximum sur les déclarations au titre des exonérations de cotisations sociales du dispositif général, puisque les entreprises le maîtrisent depuis maintenant une dizaine d'années. Et là, il m'est revenu le fait que on a ajouté une déclaration mensuelle spécifique de CICE. Donc je retire l'amendement, mais je souhaiterais que vous regardiez peut-être de plus près et que vos services regardent le sujet. Merci, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur le ministre. Je comprends bien l'interrogation du Président. Moi, je veux qu'on vérifie simplement, et je m'engage à le faire, et je reviendrai devant la Commission des Finances sur ce sujet où je vous ferai une réponse écrite qui pourra être communiquée au commissaire. Je veux qu'on vérifie que les choses se passent bien administrativement pour toutes les entreprises, parce que si le Président a des retours, c'est qu'il doit y avoir quelques sujets. Donc vérifions que les choses se passent bien comme je viens de l'indiquer, qu'il n'y a pas de mailles à travers lesquelles on puisse passer. Je m'engage, Monsieur le Président, à vous donner une réponse extrêmement précise
sur ce point. Et d'ailleurs, si à la faveur de l'élaboration de cette réponse, nous devions constater que des éléments que vous avez communiqués aujourd'hui sont justes, nous procéderions ensemble à une correction. Merci, Monsieur le Ministre. Le 375 est donc retiré.